Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hi, I'm Michelle Obama, and in my podcast, I talk about so many of the lessons I've learned that are centered around finding your inner confidence, understanding your own story, and persisting even if it feels like people are judging and watching your every move. I get into this and a lot of other meaningful topics with some of my closest friends on my podcast, The Light. Take a listen on Audible now. The Light Podcast is presented by Starbucks. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. Bonjour à tous, je suis Johan Crochet, journaliste et podcasteur, et je vous souhaite la bienvenue pour un nouvel épisode de Prolongation. Prolongation est un podcast d'entretien où je rencontre des acteurs du football pour vous faire découvrir et pour décoder leur métier. L'idée est de donner des clés pour mieux comprendre le football avec ceux qui le font. Vous aurez accès à des entretiens avec des entraîneurs, des joueurs, des préparateurs, des recruteurs, des formateurs et même des spécialistes de la nutrition et du sommeil. Une seule règle, on prend le temps, on écoute les invités et on réfléchit tous ensemble. D'ailleurs, si vous avez apprécié l'épisode à venir ou que vous avez apprécié les précédents, je vous encourage à mettre les 5 étoiles et laisser un commentaire sur Apple Podcast pour faire découvrir Prolongation au plus grand nombre. Aujourd'hui, je reçois Laurent Colette, COO de Right to Dream, l'entité possédant plusieurs académies au Ghana et en Égypte, mais aussi le club de Nordsjælland au Danemark et la future franchise de MLS à San Diego où ils seront copropriétaires. Avec lui, nous avons évoqué son parcours, ses expériences à Rome et à Marseille, mais aussi la grande transformation, la très grande transformation même économique du Barça où il a travaillé pendant près de 10 ans. Nous sommes également revenus sur son rôle au sein de Right to Dream, le modèle économique de cette entité mêlant académie et club professionnel, ainsi que sur le modèle de multipropriété. Voilà pour le résumé, il est temps maintenant de laisser la place à cette conversation avec Laurent Colette. Bonjour Laurent Colette et bienvenue dans le podcast Prolongation. Bonjour. Alors dans ce podcast, Laurent, on commence toujours par la même question. Est-ce que vous pouvez nous raconter un match qui vous a marqué ? Ça peut être par son scénario, par un résultat, par un objectif réalisé. Ça peut être dans vos différentes expériences professionnelles. Ça peut être comme enfant, adolescent, au stade, à la télé. Bref, les possibilités sont très nombreuses. J'en ai deux. J'en ai un à la télé et j'en ai un en vrai. Je crois que c'est deux expériences très différentes. Et puis en plus, c'est des époques très différentes. La première, c'est que j'étais très jeune. C'est en 1984. Ça ne nous rajeunit pas. C'était le 5-0 de la France contre la Belgique dans l'Euro. Un match de rêve. Je crois que c'est un match orgasme. Il n'y a pas d'autre mot. Je suis désolé. Mais 3 buts de Platini devant une Belgique qui était quand même très forte à l'époque. Magnifique match. Un match de rêve, quoi. Tout s'enchaînait. À l'époque, il n'y avait pas trop la PlayStation, mais on appellerait ça aujourd'hui un match PlayStation. Mais vraiment magnifique, hein. Une vraie émotion. J'ai gardé l'équipe de l'époque, je dois l'avoir chez mes parents, mais une vraie émotion. Je crois que celle-là, elle est insuperable. Et puis, en vrai, c'est le 5-0 que j'ai vu en 2010 ou en 2011 au Camp Nou, Barcelone-Madrid, où Guardiola a donné une leçon à Mourinho et au Real Madrid de Cristiano Ronaldo. Là aussi, un match parfait. Une technicité, une rapidité de mouvement, le tournis aux défenseurs madrilènes, encore une fois en face une équipe de valeur, mais un très beau spectacle, un stade en fusion, un stade en communion, un stade au bord du délire parce que c'était magnifique, ivre de bonheur, quoi. Ça c'est vraiment des très beaux matchs dont on se rappelle, donc je retiendrai ces deux-là si j'ai le droit à deux. Bien sûr. Alors, c'est marrant parce que souvent, dans mon podcast, quand un invité me parle d'un match de la génération 82-84, il me parle toujours du traumatisme de Séville 82 et rarement des bons moments de cette équipe de France-là, 82-84, qui fait quand même demi-finale de Coupe du Monde, qui gagne l'Euro 84. Et bizarrement, alors évidemment, le scénario, tout ce qu'on en a fait aussi médiatiquement, ce qu'on continue à faire d'ailleurs, à entretenir un peu ce mythe-là de 82, mais les gens sont marqués par un événement très négatif, alors qu'il y a eu, dans ces années-là, même on peut étendre jusqu'à 86 d'ailleurs, pendant ces années-là, il y a eu des matchs assez extraordinaires de l'équipe de France. Oui, tout à fait. Moi, la déception de
de la demi-finale de 82 avec Battiston, Schumacher, tout ça. Je crois que c'est un peu dans ma personnalité. Je l'ai oublié. Enfin, c'est pas que je l'ai oublié, mais je vis avec et je ne veux pas y revenir. J'aime pas ressasser des mauvais souvenirs. Mais comme vous l'avez dit, il y a eu de très bons souvenirs. Déjà en 82, comment ils sont arrivés dans cette demi-finale. Il y avait des matchs magnifiques contre l'Autriche 4-1, l'Irlande du Nord 4-1, qui n'étaient peut-être pas des équipes très, très élevées, mais enfin quand même, il y a un très beau style avec ces 3 numéros 10 alignés en même temps. Platini, Gires, Gengini, on n'a jamais revu ça, quoi. C'est incroyable. Des créateurs, les trois. Moi, étant socialien, j'aimais bien Gengini, mais Platini, ça a toujours été mon idole. Et quand j'ai pu le rencontrer dans ma carrière professionnelle, là, c'était un flash. Et puis après, oui, il y a eu 84 avec un magnifique parcours et du suspense. N'oublions pas, par exemple, contre le Portugal, ils sont menés jusqu'à la dernière minute pratiquement. Puis après, ils arrivent à se qualifier pour un but à la rage de Tigana, je crois. Et puis en 86 aussi, ce quart de finale contre le Brésil au pénalty, c'était fabuleux. Après, pareil, la demi-finale en 86, un match très triste où il se passe rien. On sait qu'on va pas mettre le but. Bon, mais ça reste quand même des très beaux souvenirs, un peu d'enfance. Enfin, j'avais quand même déjà une vingtaine d'années, mais des très beaux souvenirs parce qu'à cette époque, l'équipe de France ne nous avait pas habitués à tel spectacle. Et puis, il y avait des magiciens, quoi. Et moi, j'ai toujours aimé dans le sport les gens qui créent, les gens qui sont capables de faire des belles prouesses techniques, les Platini, les Messi, etc. C'est ça. Moi, j'ai des gros défenseurs qui font des fautes, ça ne m'intéresse pas trop. Mais dans le sport, j'aime bien, comme Jackson Richardson en handball ou Ricky Rubio qui est en basket en Espagne, que j'avais vu jouer depuis l'âge de 16 ans, mais chaque fois qu'il jouait, il illuminait un match. Donc, j'aime bien ces matchs où il y a des artistes. Yvonne de la Peña aussi en football, que j'ai connu personnellement, puisqu'à l'époque, j'étais chez Nike, donc c'est la fin des années 90. Et on a même fait un spot sur lui. Mais des magiciens du ballon, quoi. Et ça m'a toujours plu. Et oui, c'est des vraies émotions. Alors, vous l'avez évoqué, le poste chez Nike. On va revenir aussi sur vos différentes expériences en club, le Barça, la Roma, l'Olympique de Marseille. Mais avant, si on procède de manière déjà un petit peu didactique, entre guillemets, je le disais dans l'introduction, vous êtes aujourd'hui COO, à ne pas confondre avec CEO de Right to Dream, qui alors... Encore aujourd'hui, je suis assez étonné parce qu'on la présente comme une académie, sauf que maintenant, c'est plus vraiment simplement une académie. Moi, je parle de groupe ou d'entité parce que Right to Dream, c'est vraiment beaucoup plus qu'une académie aujourd'hui, même si ça a commencé comme ça. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer le rôle de COO, à quoi ça correspond et ce que vous faites au quotidien, alors aujourd'hui, mais ce que vous avez fait aussi dans des fonctions un petit peu similaires à l'OM, par exemple? Alors, ce que je fais est un peu différent de l'OM parce que ce n'est pas vraiment la même nature. Là, je chapeaute les clubs et académies du groupe. Comme vous l'avez dit, c'est un groupe, c'est une chaîne de valeur qui commence depuis le scouting, donc la détection de jeunes talents autour de 10-11 ans dans certains pays. Les sélectionnés, les candidats arrivent dans les académies, on les suit, enfin on les héberge, on leur donne de l'entraînement, ils ont un cursus d'éducation complètement normal avec des professeurs qui sont en internat, donc ils ont à manger, ils ont un pensionnat. Et puis après, les meilleurs éléments vont dans notre académie internationale. Ensuite, les meilleurs éléments peuvent intégrer notre club danois du FC Nordjylland qui est vice-champion du Danemark. Donc, c'est une plateforme pour s'aguerrir au championnat européen. Et les meilleurs, après, sont vendus à des clubs. En ce moment, il y a notre meilleur joueur, Ernest Nouama, qui est suivi par l'Olympique Lyonnais. Je crois que c'est pratiquement fait. Elle a des chiffres assez hallucinants. Donc, c'est une chaîne de valeur. Ceux qui n'arrivent pas à un top niveau de football vont aux États-Unis dans des boarding schools, on appelle ça, des universités, où là, ils reçoivent des bourses. Donc, ça ne coûte rien à nous et à eux. Et ils peuvent sortir adultes, jeunes adultes avec des beaux diplômes. Donc, Right to Dream, c'est un groupe, une chaîne de valeur. Et CEO, c'est-à-dire que je chapeaute, je rapporte au CEO, qui est le fondateur, Tom Vernon. Et donc, moi, mon rôle, c'est de chapeauter les clubs, les académies. Donc, les directeurs de clubs et les directeurs d'académie me rapportent à moi. Et pour assurer une certaine coordination de tout le groupe, je les laisse bien sûr travailler parce qu'ils connaissent leur géographie, etc. Mais j'essaye de leur apporter, l'expérience que j'ai acquise dans différents clubs européens. 2, j'ai travaillé aussi sur Football Dreams, qui était un projet financé par le Qatar à partir de 2006 jusqu'à 2012, qui recherchait des talents dans beaucoup de pays, notamment africains. Donc là, j'ai quand même aussi pas mal d'expérience dans tout ce domaine. Et puis, j'essaye aussi de mettre mes modestes talents de gestionnaire, etc., commercial, etc., pour que tout le groupe ait beaucoup plus d'envergure et aille à un autre niveau. Alors, oui, c'était au départ une académie au Ghana. Et maintenant, c'est un groupe avec des multipropriétés qui vient d'annoncer une participation à 50% dans une nouvelle franchise MLS aux États-Unis, à San Diego. Donc, ça devient vraiment grand, mais ça reste différent, ça reste basé sur des valeurs humaines, même si
il y a un côté business, mais je trouve que c'est le vrai football. Et moi, j'ai eu de la chance de voir Messi, Totti jouer, mais quand je vois un gamin de 12 ans sur un terrain au Ghana ou en Égypte, je me régale autant. Je crois que le vrai football, c'est pas forcément uniquement un stade de 80 000 personnes et des stars payées grassement. Ça peut être aussi un gamin qui fait un geste magnifique ou une solidarité entre 4-5 gamins qui jouent 5 contre 5 et qui font des très beaux mouvements. Moi, j'aime le football. J'aime le football. Et le football, c'est pas que du professionnalisme. Ah, c'est tout à fait une vision que je partage parce que, alors moi, je suis un petit peu le championnat danois parce que j'ai vécu quelques mois à Copenhague et c'est un championnat, c'est un football que j'aime beaucoup et on me dit souvent, mais ah ouais, tu regardes des matchs du championnat danois, c'est quand même pas le meilleur des championnats, c'est pas la Ligue des Champions, etc. Et ma réponse, c'est celle que vous venez de faire, c'est que moi, j'aime le foot en fait. Et je suis capable de prendre du plaisir devant une 4e division en Suède quand je pars en vacances, comme devant une finale de Ligue des Champions. Et d'ailleurs, j'en prends même souvent plus devant des matchs, des petits matchs entre guillemets, que devant des grandes affiches qui parfois sont pas les meilleurs matchs parce que c'est fermé, parce qu'il y a trop d'enjeux, parce que c'est trop tactique, parce que voilà, c'est le football est multiple et effectivement, quand on aime le football, moi, que les grandes stars aillent aujourd'hui en Arabie Saoudite pour le football européen, en fait, entre guillemets, je m'en fiche parce que moi, je ne vis pas pour les stars du football, en fait. Moi non plus. Et je me rappelle quand j'ai été marié pendant de nombreuses années à la mère de mes enfants, une Catalane, et dont la mère habitait à 40 km de Barcelone. Donc, on allait le week-end manger. Et en Espagne, en Catalogne, on mange relativement tard. On mange vers 3h, 3h30, ce qui est trop tard pour moi. Et donc, je m'ennuyais un peu. Ma belle-mère s'occupait bien de moi. J'avais l'apéritif, tout ça. C'est pas ça le problème. Mais je m'ennuyais un peu. Alors, j'allais voir les matchs de village, parce que le stade était juste derrière la maison. Et c'était passionnant parce que il y avait de tout, quoi. Il y avait des belles actions, il y avait des conflits, il y avait des colibés vis-à-vis de l'arbitre. Mais je trouvais ça d'une richesse incroyable. Je revenais, j'étais content. J'avais pas perdu mon temps. Encore une fois, c'était le football. J'ai travaillé pendant quelques années comme consultant pour une petite boîte près de Barcelone qui faisait des équipements, dont des maillots, des shorts, des survêtements. Et on avait beaucoup travaillé cet aspect. Le vrai football, c'est celui du dimanche matin avec l'ouvrier, l'employé, le cadre qui travaille dans la semaine et qui, le samedi ou le dimanche, amène sa famille, ses enfants avec des sandwichs et à jouer un match à 50 km de chez lui dans un patelin qu'il ne connaît pas, sur un terrain accidenté, bosselé. Mais ça, c'est le football. C'est comme ça. Donc, moi, j'aime bien le football. Je me régale aussi devant un gros match, un très gros match à enjeu. J'ai vu des superbes affiches de Ligue des Champions. Mais le football, c'est de A à Z. Je le vis de A à Z. Je ne suis pas un vrai connaisseur non plus. Je ne suis pas un expert. Je le profite à ma manière. Ça ne regarde que moi. Avant de rentrer spécifiquement dans vos missions aujourd'hui au sein du groupe ou de l'entité Right to Dream, vous avez eu pour job, notamment dans vos missions passées, de développer les revenus commerciaux du Barça, de la Roma et de l'OM. Ça faisait partie un peu de toutes vos attributions. Avec l'évolution du foot et notamment un marqueur important qui a été l'arrivée du fair play financier, on sait que développer ces revenus est désormais capital en fait pour les clubs. On n'est plus dans le football des familles. Moi, je l'appelais comme ça, le football des familles italiennes. Alors, je prenais l'exemple italien, mais où des gros investisseurs italiens qui étaient fans de leur club pouvaient dépenser des centaines de millions d'euros comme ça le matin au petit déjeuner parce qu'ils avaient envie, pour un caprice, pour avoir un joueur, par passion, pour plein d'éléments. Aujourd'hui, il faut quand même qu'il y ait en face, et ils s'en fichaient à l'époque de le contrat avec Nike, avec Adidas, s'il y a 2 millions en moins, 2 millions en plus, c'est pas très grave. Ou même les gens au stade ou les ventes de maillots. À l'époque, je me souviens en Italie, les faux maillots, à chaque coin de rue, vous aviez des stands de faux maillots. Aujourd'hui, c'est interdit parce que ça gêne les clubs, les équipementiers qui recherchent à avoir des revenus. Comment vous évaluez un peu en 20 ans, entre guillemets, entre votre arrivée au Barça, je crois que c'est en 2003, là, le premier passage au Barça, et puis aujourd'hui, 2023, le développement économique des clubs, parce que ça a été vraiment transformé, bouleversé. On parle souvent des droits télé qui sont un peu la face émergée de l'iceberg, mais il y a tellement d'autres revenus qui sont venus s'ajouter à ces droits télé. Oui, vous avez tout à fait raison, votre analyse est correcte. Qui dit revenu d'abord dit besoin de dépenser, et dit besoin de dépenser, c'est parce que les coûts ont augmenté, les salaires et les transferts des joueurs ont augmenté et continuent à augmenter. Quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé sur ce récent mercato, on a des joueurs qui ont, je crois que Gvardiol, le défenseur croate qui est au City, c'est le plus gros contrat pour un défenseur, donc ouais. on bat encore des records, et ça veut dire que pour payer une équipe avec des grandes stars, ou même pour payer une équipe avec des joueurs moyens, il faut s'assurer des revenus. Et c'est vrai, et il y en a encore
des propriétaires qui mettent la main à la poche sur leur fonds propres parce que, un beau matin, ou parce qu'ils y croient, ou parce que c'est comme celui qui perd de l'argent, qui a des dettes, il dit « Allez, je vais me refaire, je repars au casino ce soir parce que je vais me refaire ». Donc, il leur met un pot au pot parce qu'il pense que cette fois-ci, ça va être le bon. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de pression, et moi, je l'ai senti surtout en 2010 au Barça, qu'il fallait assurer cette inflation de coûts avec une inflation de revenus. Donc, il y avait une pression triple, quadruple sur les revenus, mais de tout type. Ça pouvait être match day, donc pendant le match, les tickets, tout ce qui était autour de points de vente, les sandwichs, tout ça, ou restauration, ou surtout les sponsors. Et c'est obligatoire parce que ça fait marcher la machine économique. Mais déjà en 2003, quand je suis arrivé, on sortait d'un Barça un peu traditionnel à la papa, et tout de suite, j'avais vu le potentiel de ce qu'on pouvait tirer. Par exemple, au niveau tour opérateur, tout ça, il n'y avait personne. C'était un peu comme on achetait des tickets de la corrida de taureau dans les années 1980, c'est-à-dire il y avait un guichet, bonjour, je voudrais 4 tickets pour le prochain match. Et moi, j'ai commencé à détecter des gens qui, sur leur zone d'influence, pouvaient vendre plus que des dizaines de tickets. J'ai notamment le cas d'un tour opérateur à Lloret de Mar, qui était une station balnéaire à 60 km au nord de Barcelone, très populaire, avec beaucoup de vacanciers, surtout en été. Et en été, ça va de mai à octobre. Et donc, lui, à l'époque, il achetait 40 comme ça parce qu'il faisait un peu de business. Et je lui ai dit, mais je peux faire plus. Il avait des contacts dans tous les campings, dans tous les hôtels de la région. Et quand je suis parti, il vendait 4000 tickets par match parce qu'on lui avait monté une commission intéressante. Alors, bien sûr, il a gagné de l'argent, mais il a gagné de l'argent en aidant le Barça et en pénétrant des nouveaux marchés, donc des touristes, etc., qui payent un seul match. Donc, c'est c'est plus cher qu'un abonnement. Donc, tout ça, on l'a développé. Donc, au début, moi, j'avais cette pression, mais pas tellement. Mais après, la pression est devenue beaucoup plus forte, avec des dirigeants qui ne connaissent pas franchement ce que c'est le monde du sponsorship. Donc, ils pensaient que juste montrer une photo de Neymar ou de Messi suffisait à faire tomber un sponsor à 100 millions d'euros. Bon, vous comprendrez que ça ne marche pas comme ça. Mais oui, c'est de plus en plus fort. Il y a de plus en plus de pression pour équilibrer les comptes. C'est intéressant parce que je trouve que le Barça est sans doute l'un des clubs qui a subi la plus grande transformation ces dernières années. À la fois, alors peut-être pas du modèle économique pur, mais en tout cas dans la volonté de développer ses revenus commerciaux. On sait que c'est, alors je ne sais plus aujourd'hui encore, mais je crois que c'est le seul club qui avait atteint le milliard d'euros de revenus, enfin de revenus, c'est ça. C'était avant Covid, juste avant Covid, je crois, la saison juste avant Covid. C'est ça. On est quand même, alors ça c'est arrivé après, mais tout ce qui tourne autour du naming du stade, des nouveaux revenus commerciaux qui arrivent avec l'étranger notamment. Quand vous y étiez, vous parliez de pression pour avoir de plus en plus de revenus. Bon, il y a quelque chose qui m'avait marqué à l'époque. Alors, de mémoire, c'est quand vous y étiez, mais le sponsor sur le maillot qui arrivait aussi, le sponsor commercial qui arrivait sur le maillot du Barça, où ça a été un petit peu une révolution. Alors, le Barça, on en parlera après, un peu comme la Roma ou l'OM, c'est des clubs un peu romantiques, où il y a toujours un peu la volonté du beau football, ADN local très ancré, où il y a une certaine vision de comment l'équipe doit jouer, de comment les dirigeants doivent se comporter, de quelle manière un club doit être géré, etc. Et forcément, cette révolution-là n'était pas forcément très bien passée aux yeux de tout le monde. Mais c'est aussi un témoin de cette évolution du Barça. C'est-à-dire, on passe d'un football un petit peu, je vais vulgariser et de le faire de manière un peu grossière, mais d'un football un peu romantique à l'entrée dans un football plus business, plus moderne, entre guillemets. Ah oui, c'est très bien dit, c'est exactement ça. D'ailleurs, l'histoire économique du Barça montre un certain nombre d'évolutions. D'abord, pendant que j'y étais, les dirigeants au-dessus de moi avaient bien en tête deux gros risques qui existent toujours. C'est d'abord la domination du championnat anglais qui a des droits de télé hallucinants, fruit d'un très bon travail qu'ils ont fait depuis des années sur l'international, notamment sur l'Asie. Moi, quand j'étais au Barça, j'hallucinais par ce qu'avaient fait les Britanniques en Asie et j'essayais de défendre ça parce qu'il fallait commencer à semer et rattraper le temps perdu. Donc, d'abord sur les droits télé et puis aussi les propriétaires qui venaient de pays, donc les pays arabes aujourd'hui, mais il y a les Chinois aussi, il y a des Américains, donc des propriétés qui mettaient beaucoup d'argent. Il faut bien pas oublier que le Barça, il est propriétaire de ses socios. Moi, je suis un des 130 000, je ne sais pas quel est le chiffre actuel, propriétaire du Barça. Donc, c'est un modèle qui ne reçoit pas d'argent de son propriétaire, puisque nous, on paye nos cotisations, mais ça fait au bas mot 4 millions d'euros à l'année, c'est pas beaucoup. Et puis, il ne reçoit aucun argent non plus de la municipalité. On a tous en tête le modèle des années 70-80, où la municipalité de Dijon, de Périgueux mettait un peu la main à la poche pour aider les comptes. Maintenant, à Barcelone, c'est pas ça. Donc,
c'était d'ores et déjà, c'était comment on fait pour lutter contre cette concurrence des clubs anglais, des multipropriétés, enfin des propriétés de pays très, très riches ou de propriétaires très riches. Et puis, donc, les tabous tombent un par un. Vous l'avez dit, il y a eu d'abord le maillot, qui était un des rares maillots en Europe avec l'Atlético de Bilbao, qui était vierge. Et ils en étaient fiers. Alors, ils ont mis d'abord UNICEF, qui était joli, mais UNICEF coûtait de l'argent au club. Il fallait payer 1,5 million à UNICEF. On ne savait pas où ça allait. Moi, quand je suis rentré en 2010, j'ai dit à l'UNICEF, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que c'est bien joli, moi. Mais je suis sûr que ça part dans des bons canaux, mais je ne sais pas où ça part. Et je me mets à la place du socio, je veux savoir où ça part. Donc, il y a eu l'UNICEF, après, il y a eu Qatar, parce qu'il fallait qu'on mette un sponsor. Il y a même eu de la polémique autour de Qatar en disant, oui, c'est bien, mais l'argent, il y a de l'argent qui ne sent pas la même odeur que d'autres. Alors, bon, on peut discuter pendant des heures sur le Qatar, mais ça prouve bien toute l'évolution de ce débat. Et là, le Barça, pour continuer à survivre, a commencé à vendre des bijoux de famille, des pourcentages dans des business qu'ils ont. Alors, on peut dire que c'est surévalué ou pas. En tout cas, c'est leur modèle en ce moment pour dégager de la trésorerie et pour arriver à inscrire des joueurs pour pouvoir concurrencer le Real Madrid, l'Atlético de Madrid. Donc, c'est de plus en plus une pression où on est obligé de trouver des modèles. C'est comme dans certaines familles où quelqu'un, le monsieur, la dame, prennent du temps pour aller racler les fonds de tiroir du grenier, pour aller se faire un petit peu de revenus additionnels sur eBay, Le Bon Coin, etc., parce que ça met du beurre dans les épinards. Donc on est obligé, l'histoire économique du Barça démontre l'évolution du foot business avec toujours plus d'inflation, toujours plus de pression. Et puis parce que les sponsors, à la fin, il y a une limite. Et on essaie d'être créatif. Moi, j'ai créé des packages très, très nouveaux, très novateurs. Mais à la fin, on ne peut pas demander trop d'argent à des sponsors qui ont aussi leurs contraintes et qui ne sont pas non plus des machines à sous. Quand je parlais de club qui s'est le plus transformé, c'est dans les versants positifs à l'époque où on avait des revenus qui augmentaient en ligne aussi avec les dépenses, comme vous l'avez expliqué, mais des revenus qui explosaient, etc. Et puis, on a eu donc le Covid qui a été catastrophique pour beaucoup de clubs, mais particulièrement pour le Barça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les clubs fonctionnent comme d'autres entreprises. Ce n'est pas spécifique aux clubs de foot, mais fonctionnent comme si la croissance était forcément linéaire. Et il ne faut surtout pas qu'il y ait d'accidents sur la route de la croissance, parce qu'au moindre accident, c'est une catastrophe absolue. Et on le voit, quand je parle de transformation du Barça, c'est que d'un côté, tout a augmenté. Et puis, quand il y a eu le crack, entre guillemets, du Covid, on s'est rendu compte que c'était insoutenable, sans une croissance exceptionnelle, que ça devenait très compliqué, qu'il fallait dégager des bénéfices, des revenus d'autres chaînes, entre guillemets. Et donc, vous avez parlé de la vente de bijoux de famille, il y a les studios Barça, il y a pas mal de choses. Et un des derniers tabous, entre guillemets, qui est tombé, c'est le stade. Le stade qui est aujourd'hui un naming. Voilà, c'est comme ça, c'est plus simplement le Camp Nou, c'est le Spotify Camp Nou. Ça aussi, comme le maillot, c'était finalement assez protégé, entre guillemets, par les socios, c'est pas quelque chose qu'ils avaient imaginé, mais devant la réalité économique, il y a un besoin d'adaptation, et c'est même plus d'adaptation, c'est de renoncer à certaines choses qu'on estimait intouchables. Oui, et vous avez raison, il y a encore d'autres tabous qui pourraient tomber. Ouais. Le Barça, sa structure avec ses socios, il y a des débats qui s'organisent dans les radios qu'on entend à Barcelone. Pourquoi pas ne pas ouvrir le capital à des capitaux étrangers, que les socios gardent majorité ou minorité de blocage. Alors, toutes les options sont possibles. Mais là, ce serait un autre tabou qui tomberait. Pour l'instant, ça reste assez... ça ne bouge pas, mais le débat est ouvert. Il y a un autre débat aussi, c'est qu'au Barça, par exemple, au Real Madrid, c'est pareil, mais ils en ont moins. C'est les sections professionnelles qui coûtent de l'argent, le basket, le handball. Alors, à l'époque, nous, au Barça, on appelait ça un investissement. On ne voulait pas appeler ça une charge ou un coût, on appelait ça un investissement, mais ça n'était pas rentable du tout. Donc, vous comparez le Barça ou le Real Madrid avec le Manchester United qui n'a pas de section de basket ou d'autres sports. Vous prenez 40 millions au bas mot d'entrée de différence de charges sur votre tête. Et quand les clubs ont du mal à équilibrer leurs comptes, 40 millions, c'est beaucoup. Donc, un jour, un tabou peut tomber qu'un des deux, le Barça, le Madrid, ou les deux ensemble, disent « Allez, on arrête le handball, on arrête le basket », ce qui serait très, très compliqué à avaler. D'abord pour le sport amateur, parce que le hand, le basket, en Espagne, c'est énorme. Ça reste important pour les socios, mais ça peut tomber. Je veux dire, moi, ce que je veux dire, c'est que, et je n'ai pas de boule de cristal et je ne suis pas dirigeant du Barça, mais il y a encore d'autres tabous qui peuvent tomber. Parce que le foot business fait tomber les tabous. Regardez l'Arabie Saoudite. Oui, bien sûr. Juste pour revenir sur le naming, je voulais avoir votre avis, vu que, alors à la Roma, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais il y avait le projet de stade. Alors, il existe toujours, mais sous une nouvelle forme maintenant, parce qu'à Rome,
et de manière générale en Italie, pour construire un stade, c'est la croix et la bannière. Le naming des stades, je voulais avoir votre avis d'un point de vue d'un responsable commercial, d'un dirigeant commercial, côté club, mais j'imagine que vous pouvez vous mettre aussi du côté de la marque, entre guillemets, qui va donner qui va prêter son nom à un stade. La première chose, c'est que les supporters sont fondamentalement contre, quasiment. Comme beaucoup de choses dans l'évolution du foot business, de manière générale. On le voit d'ailleurs en Allemagne, où il y a eu une petite polémique récente avec Dortmund, le Signal Iduna Park de mémoire, qui existe depuis longtemps maintenant. Le naming existe depuis longtemps, mais la marque était mécontente parce que beaucoup de supporters ou de médias, etc., continuaient d'utiliser l'ancien nom, le Westfalenstadion. On le voit avec l'Orange Vélodrome. Je veux dire, aujourd'hui, personne ne dit « je vais à l'Orange Vélodrome ». Même dans les médias, personne ne dit « le match a lieu à l'Orange Vélodrome ». Il a lieu au Vélodrome. Donc, pour les stades qui existaient avant ou qui existaient déjà, est-ce que le naming est vraiment efficace vu les enjeux, les sommes qui sont allouées à ce type de budget chez les marques? Et je différencie vraiment des nouveaux stades où là, c'est très différent. On construit un nouveau stade, on lui donne déjà un nom avec un naming de départ, le Bayern par exemple, ou la Juve, qui ont tous les deux Allianz d'ailleurs. Là, c'est peut-être un petit peu différent, mais pour les stades historiques où on a vécu beaucoup de moments, etc., je reviens à ce fameux romantisme, est-ce que c'est vraiment impactant pour une marque? Alors d'abord, quand on parle de ces sujets de marque sur les stades, il faut le considérer sous 3 angles. Le premier angle, c'est l'angle du club qui en a besoin. Vous l'avez dit vous-même. Maintenant, c'est pratiquement impossible qu'un grand club puisse continuer sa carrière sans pouvoir mettre en vente son stade. C'est pas possible. On le voit avec le Barça, on le voit avec le Bayern. Les grands clubs sont obligés. Donc c'est obligé pratiquement. Le deuxième, c'est de la part de l'annonceur. L'annonceur, alors qu'est-ce qu'il recherche? Il y a des gens qui recherchent de la notoriété. Alors, bien sûr, quand vous avez votre nom de stade, la notoriété elle devient de plus en plus évidente. Mais il y a des marques, ça semble assez clair pourquoi ils mettent leur nom dessus, d'autres moins. Mais ils ont leur raison. Et moi, j'ai travaillé avec Orange et ils avaient des résultats, ils maîtrisaient ce qu'ils faisaient et ils avaient de quoi penser, parce que ce n'est pas non plus que de la notoriété, il y a beaucoup d'autres choses. Par exemple, on a beaucoup travaillé avec Orange, le fait de mettre du contenu dans ça. Donc, vous avez appelé Orange Vélodrome. Orange étant une marque de télécom, obligatoirement, vous avez, on peut dire, des attentes au niveau des facilités technologiques qu'un fan peut trouver dans un stade. Donc, on a travaillé sur des connexions, sur des facilités. Et puis, le troisième point, c'est les fans, les supporters. Qu'est-ce qu'ils pensent? Alors, vous avez raison, ils sont généralement contre parce que ça se passera au Barça. Hein. Pendant des années et des années, les gens diront je vais au Camp Nou. On va pas dire je vais au Spotify Camp Nou. Premièrement, parce que ça peut changer au bout d'un certain nombre d'années, même si ce genre de choses sont de contrats longs. Mais bon, ça peut changer. Donc, à la fin, on l'a vu dans le basket, notamment en Espagne, où beaucoup d'équipes ont donné leur nom à des marques et changé régulièrement. Donc, il y a un club historique à Barcelone qui s'appelle la Joventut de Badalona, qui a même gagné des Coupes d'Europe en basket et qui a changé de nom plusieurs fois. Donc le énième sponsor qui arrive, il ne gagne pas grand-chose. Ça reste la Peña, ça reste la Joventut, mais on ne dit pas les peintures Bruguère ou je ne sais pas quoi. Donc, il y a un risque d'évolution. Et puis, on ira toujours au Camp Nou, on ira toujours au stade qu'on connaît de toute la vie. Donc, il y a un risque, mais ceci dit, il y a des choses qui s'imprègnent petit à petit, et ce sont donc aux marques, parce qu'à la fin, c'est elles qui doivent prendre la vraie décision. C'est aux marques de savoir si ça leur est rentable ou pas. C'est un gros investissement. Je ne connais pas les détails de Spotify Camp Nou. J'ose croire que Spotify a bien étudié son affaire, mais ce n'est pas des sponsorships faciles parce que quand il y a d'autres types de partenariats qui donnent beaucoup plus de rendement immédiat et compréhensible qu'un stade. Donc, il faut bien étudier le pourquoi, du comment. Et ça, c'est les marques qui peuvent en décider. Mais bien évidemment, le club doit donner l'envie, le goût à certaines marques d'associer. Donc, il faut trouver des axes qui disent grâce à ça, vous allez atteindre vos objectifs commerciaux. En 2015, vous passez à la Roma, vous rejoignez la Roma. Alors, vous passez d'un club, on parlait du statut associatif des socios du Barça, à un propriétaire totalement différent, issu d'un fonds d'investissement américain, James Pallotta. Quand on compare les deux structures des clubs, est-ce que vous, quand vous passez, je crois que vous aviez à peu près le même poste entre le Barça et la Roma, développer les revenus commerciaux, le marketing, etc. Oui, tout à fait. Exactement. Est-ce que les problématiques sont les mêmes? Est-ce qu'on vous demande la même chose? Alors, fondamentalement, oui. C'est-à-dire que la pression est sur les revenus. Il faut trouver des revenus. Alors, il y a toujours ce raccourci de dire « Ah, mais Laurent Collet, il est au Barça, donc il a un carnet d'adresses hallucinant et il va trouver des… » Non, parce que quand vous appelez, même si vous avez une bonne relation, vous appelez un sponsor reconnu et tout à coup, vous avez changé d'étiquette, c'est pas pour autant il va vous écouter, mais c'est pas pour autant qu'il va vous suivre. Donc, ça c'est faux.
Donc, le problème, c'est que moi, à la Rome, j'étais pris un peu pour ça et je me suis retrouvé sans équipe, donc c'était très difficile de travailler. Mais oui, il y avait une pression sur les revenus très importante parce que un fonds d'investissement qui veut rentabiliser, c'est encore pire qu'au Barça. Je veux dire, le Barça, c'est des socios. Ce qu'ils veulent, c'est que le truc soit pérenne, quoi. Et là, oui, il faut que ça pérenne, mais il faut qu'un jour, le fonds d'investissement puisse retrouver ses billes et qu'il y ait rapidement des bénéfices. Donc, c'est encore plus pressant. Mais on retrouvait la même problématique des sponsors, des ventes de billets, du merchandising, etc. Et puis du marketing, trouver le bon positionnement. C'était oui, une pression quotidienne. James Pallotta, l'ancien propriétaire de la Roma, disait d'ailleurs au moment de son investissement, le club porte le nom de la ville. Et Rome, dans le monde entier, c'est connu. Ça doit nous aider, à l'époque c'était son discours, en tout cas, ça doit nous aider à développer les revenus commerciaux parce que Rome est une ville iconique, connue de tous, un peu comme Paris, comme Londres, ce genre de grandes mégalopoles-là. Il y a une différence quand même, c'est que la Roma est pas, contrairement au Barça, n'est pas un club leader dans son championnat. C'est pas un club qui a un passé de gagnant, entre guillemets. C'est un club qui a un passé de romantique, de beautiful loser même. Et donc, moi, je me pose un peu toujours la question avec ce type de club-là, avec ce type de taille en fait de clubs qui ne sont pas des leaders dans leur pays. On pourrait en prendre d'autres en France, en Angleterre, dans d'autres pays, en Espagne. Est-ce qu'aujourd'hui, un club comme la Roma est crédible dans sa volonté de rivaliser avec le Milan, l'Inter, la Juve sur le plan économique? Parce qu'eux sont déjà très installés, ont une base de supporters plus importante, sont dans une région économique beaucoup plus dense, attractive, ce genre de choses-là, qui sont beaucoup plus connues à l'étranger. Vous parliez tout à l'heure des clubs anglais en Asie, du Barça qui s'est mis à faire ça, etc. L'Inter, le Milan et la Juve l'ont fait bien avant la Roma aussi, en Asie, aux États-Unis, etc. Est-ce que vous vous êtes pas heurté aussi à l'époque, et même aujourd'hui, moi je pense que c'est à peu près la même chose du côté de la Roma, à ce besoin de transformation qui sera long et qui ne porte pas des résultats immédiats? Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu une pression de résultats très rapides parce que les propriétaires et même aussi la junta du Barça pensaient qu'il y avait un potentiel énorme, qu'il s'agissait d'appuyer sur un bouton pour tout transformer en or, quoi. Bon, quand on est un professionnel et puis on fait ce qu'on peut, on se heurte à ça et on se heurte au fait que ceux qui nous jugent peuvent penser qu'on n'est pas capable de transformer le plomb en or tout de suite et mettre quelqu'un d'autre qui ne fera pas mieux. Donc, il y a eu ça. C'est classique, c'est-à-dire que j'ai des tas d'exemples dans le monde européen où un propriétaire arrive et il pense que ceux qui étaient avant n'étaient pas bons, il change tout le monde, comme si les gens étaient incompétents, alors que la marque, si elle est connue, si elle a du potentiel, c'est grâce au travail de ceux qui étaient avant, donc ne l'oublions pas déjà. Et puis, il y a peut-être des gens qui n'ont pas été bien managés, qui avaient du potentiel, donc tout changer, je n'ai jamais bien compris. Mais en tout cas, on veut du rendement rapide et on croit qu'on peut y arriver très rapidement. Et c'est vrai qu'il y a un cercle vicieux, vertueux, qui est que, vous l'avez bien dit, il y a encore d'autres choses, mais il y a la base de fans qui est importante, il y a le développement international, il y a la participation à la Ligue des Champions. Alors, disons les choses, c'est dans la presse, donc c'est pas un secret. N'importe quel club qui participe à la Ligue des Champions, disons juste le group stage, donc jusqu'à Noël, quoi, c'est déjà 40 millions d'euros, alors que vous participez au même group stage à l'Europa League, c'est 4 fois à 5 fois moins. Donc, il y a déjà un premier palier. Si des clubs comme la Roma, par exemple, n'étaient pas capables d'aller en Ligue des Champions, déjà, ça leur faisait un trou énorme. Déjà qu'ils étaient globalement déficitaires parce qu'ils voulaient être plus grands. Donc, ça voulait dire un gros investissement sur des joueurs, sur des infrastructures, le nouveau stade. En plus, il fallait être dans la Ligue des Champions. Donc, il y avait un équilibre à tenir. Et si vous n'y étiez pas, tout de suite, ça crée des trous. Et vous pouvez regarder l'historique des comptes de la Roma depuis des années, même avec le changement de propriétaire. Ils ont des déficits assez puissants parce qu'ils n'arrivent pas, et cette année, ils n'y sont pas non plus, à être dans la Ligue des Champions. Et la Ligue des Champions, ça a une espèce aussi de... vous êtes plus visible, les joueurs sont plus attirés par vous, vos joueurs ont plus de visibilité, donc quand vous les revendez, ils sont plus chers. Vous avez tout ce qui est associé, donc la vente de billets, la vente de merchandising, parce qu'il y a plus de matchs, c'est des matchs sexy. Vous ne jouez pas le dimanche contre le 16e du championnat local, mais vous jouez contre un club allemand ou un club anglais. Donc, il y a plein de trucs derrière. Donc, c'est ce niveau de la Ligue des Champions, c'est tout ce qu'on recherche des propriétaires ambitieux. Et quand j'y étais, à la Roma, il faut qu'on arrive en Ligue des Champions régulièrement. Et quand ils ne sont pas régulièrement, c'est là où le bas blesse. Et donc, c'est vrai que des fois, il y a une impression qu'on peut atteindre très rapidement le nirvana, alors que c'est très, 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 très long. Et je crois que la bonne solution, c'est de construire patiemment
Le club, il y avait un internaute qui parlait de la victoire du City en Ligue des Champions il y a quelques mois. Là, il disait, mais Guardiola, ça fait 8 ans qu'il a le chèque complètement garanti et qu'on le laisse travailler. Et c'est pas faux. Et Guardiola, certains auraient pu dire au bout de 2 ans, mais t'es un échec, mon vieux, t'y arrives pas. Alors que, on l'a laissé, puis il y a atteint. Donc, il y a un côté, le City, il pensait être champion d'Europe il y a 7-8 ans, ils l'ont été seulement pour la première fois en 2023. Alors, est-ce que c'est bien En tout cas, c'est une leçon. Ça montre que le football, ça ne se fait pas tout de suite. Et regardez le Real Madrid, on l'enterre toujours dans des compétitions européennes. Et il est toujours là. Pourquoi ? Parce que c'est un club qui a une tradition. Ou même le Barça, c'est des clubs qui ont, depuis des années, cette tradition des Coupes d'Europe. Et dans les résultats, ça se sent. Donc, des nouveaux clubs qui arrivent, mine de rien, ils se ratent parce qu'ils n'ont pas cette tradition. Donc, le fait d'arriver dans un club et de dire, allez, on va en 2 ans, on va atteindre les sommets, c'est illusoire. Et le problème, c'est que ça met beaucoup de pression sur le personnel et que le personnel, quand il dit, mais on n'y arrivera pas en 2 ans, vous vous faites lâcher ou vous faites lyncher ou vous vous faites traiter d'incompétent, etc. Donc, c'est pas facile. Il faudrait avoir un dialogue plus constant. Il y a des exemples de clubs qui vont plus doucement et qui arrivent bien. C'est ça la recette pour les. Alors, je différencie vraiment les clubs très dominants de leur championnat des clubs un peu moins dominants de leur championnat. Parce que les clubs très dominants qui sont déjà bien installés ont des possibilités d'activation quand même beaucoup plus faciles sur les revenus que des clubs comme la Roma. Je mets le Napoli, je mets la Lazio dedans, par exemple en Italie, ou si on va en Angleterre, alors l'Angleterre c'est vraiment spécifique, mais bon, même un club comme Tottenham, ce sera forcément moins que Manchester United. En Espagne, un club comme, je sais pas, Valence, maintenant c'est compliqué, mais Valence, Villarreal, Séville, c'est forcément moins que le Barça et le Real. Pour ces clubs-là, il faut quoi ? Plus de patience, beaucoup plus travailler en amont, accepter de ne pas vouloir aller dans cette fuite en avant vers le revenu tout de suite, parce que ça va d'abord amener beaucoup de dépenses pour espérer des revenus. Mais même un club, l'OM est un club dominant, entre guillemets, alors moins que le PSG évidemment en Ligue 1, mais reste un club des 2 clubs les plus dominants en Ligue 1. Mais l'économie du football français est quand même différente des autres 4 grands championnats européens. Même pour l'OM, c'est quoi ? C'est être plus patient en fait dans le développement ? C'est ce que je trouve bien dans l'approche du président Longoria à l'OM, c'est qu'il va doucement, c'est-à-dire et en gardant l'ambition, il est malin sur les recrutements, donc il n'achète pas trop cher, il met quand même de l'argent, mais il n'achète pas trop cher, et il se dit, je vais monter petit à petit en grade. Et donc, il n'y a pas l'objectif de gagner la Ligue des Champions, ou il y a l'objectif d'être régulièrement en haut du classement, et ce n'est pas facile en France, parce qu'il n'y a que 2 places et demie en Ligue des Champions, donc il faut être 2e pour assurer. Regardez ce qui s'est passé avec le Panathinaikos, il était 3e et donc il était éliminé. Donc il faut être 2e pour être tranquille. Et une fois qu'on est en Ligue des Champions, on a un peu plus de tranquillité. Pablo Longoria me disait une fois, l'important, c'est qu'il faut être régulièrement en Ligue des Champions. Il a raison. Donc je crois qu'il faut avoir plusieurs choses. Il faut avoir un positionnement de club très clair et très spécifique. Donc, il y a des clubs qui ne cherchent pas à être la grenouille qui veut être aussi grand que le bœuf. Ils ont leur chemin. Je trouve qu'il y a des clubs qui sont très bien dans ce sens-là, comme le Betis, qui a son truc et qui marche pas trop mal et qui progresse. Donc, c'est un club qui grandit petit à petit. Il faut avoir aussi un certain réalisme dans les objectifs. Il y a eu des internautes qui, après la défaite du Panathinaikos, ont dit peut-être l'OM, c'est peut-être aussi bien qu'ils soient en Europa League parce que là, il va peut-être plus rayonner qu'en Ligue des Champions. Il peut être éliminé plus vite. Je ne sais pas, je ne veux pas rentrer dans cette théorie, mais c'est intéressant. Donc, de se dire, peut-être il faut être bon dans un certain cercle. Et là, on peut aller plus loin. Regardez Séville, le FC Séville, donc le rival du Betis. Ils ont gagné 5, 6, 7 fois, je ne sais plus, l'Europa League. Ils ont fait un espèce de positionnement là-dessus qui leur donne une espèce d'élite européenne. Et donc, ce n'est pas un club qu'on voit très souvent comme le United, mais qui a beaucoup plus de titres que le United dans les dernières années, parce qu'il s'est fait spécialiste de la Ligue d'Europa et personne n'est allé le chercher là-dessus. Donc, il faut trouver une certaine cohérence et d'avoir un plan de croissance soutenu, mais qui soit compatible avec les revenus. De dire on va casser la baraque en 2 ans, c'est pas possible, à moins qu'on s'appelle l'Arabie Saoudite. Mais regardez ce qui s'est passé avec le PSG, avec le City. Ils ont mis des années à devenir grands. Et le PSG n'est encore pas arrivé. Et le City, parce qu'ils ont mis de l'argent, Guardiola, il a eu le temps. C'est très long. C'est très, très long. Donc, il faut être réaliste et il faut se marquer des étapes. C'est comme si vous, je sais pas, vous faites du jogging et puis un beau jour, vous dites, je commence le jogging, je vais essayer de faire 6 km. Bon, si vous racontez avec vos potes que vous faites 6 km, vous n'aurez pas beaucoup de succès. Et après, vous dites, je vais essayer de faire 8, je vais faire 10. Et après, j'essaie de faire 15. Peut-être qu'à 15, vous trouvez votre plafond et vous ne pourrez pas aller plus loin. Mais au moins, vous avez développé au maximum. Mais si vous dites, je vais faire le marathon de Londres et je vais finir dans les 1000 premiers, vous n'y arriverez pas, vous explosez en vol et vous décevrez beaucoup de vos amis et vous perdrez en crédibilité.
C'est un discours intéressant. C'est un discours que je tiens. Je ne sais pas si j'ai raison, hein, mais appliqué à certains clubs. Alors, juste pour revenir, la Roma, je trouve que les propriétaires actuels, donc le groupe Friedkin, incarné par Dan et Ryan Friedkin, sont beaucoup plus prudents que l'a été James Pallotta par le passé. Peut-être que c'est un enseignement de ce qui s'est passé avec Pallotta, d'ailleurs. Je les trouve beaucoup plus patients. Je ne vais pas dire intelligents parce que c'est un peu insultant, mais beaucoup plus patients que James Pallotta et avec des objectifs beaucoup plus réalisables et maîtrisés. Ce qui ne veut pas dire que, par exemple, pas de Ligue des Champions, c'est un échec. Ils sont encore pas en Ligue des Champions, c'est un échec. Mais ils vont pas annoncer du jour au lendemain, on va être en Ligue des Champions tous les ans, on va concurrencer la Juve et l'Inter, le Milan, etc., etc. Donc je trouve que là-dessus, sur le positionnement de la Roma, je trouve que c'est mieux pour le moment. Par exemple, le Milan aussi, qui a accepté, à l'arrivée des Américains, de faire 2 pas en arrière d'abord pour assainir tout, la masse salariale, la vente de joueurs, etc., etc., recruter plus intelligemment, mettre en place le scouting, la data, etc., pour repartir beaucoup plus sur un cycle victorieux. Et on le voit aujourd'hui, c'est ce qui a marché. Et je trouve que dans le championnat de France, il y a un problème de positionnement du championnat déjà, l'entité championnat de France, poussée par une ligue qui, pour moi, met des objectifs irréalistes depuis très longtemps. Je ne parle pas simplement de Vincent Labrune, mais moi, je me souviens du plan de Frédéric Thiriez, c'était en 2010, je crois, ou 2008, quelque chose comme ça. Un club français va gagner la Ligue des Champions dans les 5 ans. On ne le décrète pas, ça, en fait. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut décréter comme ça. Donc, d'abord le championnat et ensuite les clubs. Je trouve qu'il y a un problème de positionnement et d'identité. Qu'est-ce que veut être le championnat de France? Qu'est-ce que veut être le Stade Rennais, l'OGC Nice, le LOSC, etc. En fait, je trouve qu'il y a beaucoup trop de clubs qui veulent être le dauphin du PSG. Et quand on met cet objectif-là, il y a 9 chances sur 10, s'il y a 10 clubs, en fait, il y a 9 clubs qui vont être déçus, qui ne vont pas y arriver et qui vont avoir donc des problèmes d'économie, entre guillemets, parce qu'ils ont mis des objectifs très hauts, ils dépensent beaucoup pour atteindre ces objectifs. On l'a vu avec le LOSC, qui est passé pas loin de la ligne rouge. On l'a vu avec l'OGC Nice, qui voulait être le rival du PSG, et puis on a appris cet été que le projet était redimensionné. On l'a vu avec le Stade Rennais, mais qui a la chance d'avoir un très riche homme d'affaires à son chevet quand il faut remettre de l'argent, etc. Il y a pas mal de clubs qui ont voulu être Bordeaux à l'arrivée des propriétaires. Voilà, on veut tout de suite tout, etc. Est-ce que vous partagez avec peut-être pas simplement l'expérience de l'OM, mais votre œil sur le chemin de France dans lequel vous avez travaillé pendant longtemps? Est-ce que vous êtes plus ou moins d'accord avec ce que je viens de dire? Avec des nuances, parce que moi, il y a un mot que j'aime bien et que je l'applique dans mon travail actuel, c'est l'ambition. Et l'ambition dans le football, c'est important. Alors, faut pas, on l'a commenté il y a 5 minutes, il ne faut pas avoir une ambition complètement surréaliste, parce que là, on se plante. Mais quand on a une ambition réaliste qui est basée sur des vrais progrès progressif, enfin, je me répète, mais enfin, avec un chemin relativement réaliste, un plan relativement réaliste, on peut y arriver. Il y a des tas d'exemples. Moi, j'ai toujours cru, quand j'étais à la Rome, que le Milan allait revenir. Pourquoi? Parce qu'il avait cette base de fans, il avait ce prestige, il avait cette autorité d'une entité qui a vécu des tas de choses. Je me suis dit, c'est une question d'année. Et Dieu sait que je les ai vécus dans des heures très basses. Ils étaient 7e, quoi. Le Milan 7e, mais maintenant, ils reviennent. Et je trouve que le championnat d'Italie a besoin d'un Milan fort parce que c'est encore plus beau. C'est-à-dire, on a besoin. J'étais très content que Naples gagne aussi. Le championnat d'Italie avec des 5-6 prétendants au titre, c'est bien meilleur qu'un seul ou deux. Donc, c'est comme en Angleterre, c'est bien mieux pour le championnat. Là, je trouve que l'ambition, c'est important et je trouve que la Ligue, avec M. Labrune, a de l'ambition et je trouve ça bien, personnellement. J'ai participé à pas mal de réunions à la Ligue et j'ai personnellement, à mon très humble niveau, j'étais notamment dans la commission internationale, j'étais aussi à la commission de sécurité, j'ai donné aussi, en tout cas, ma vision de l'ambition, notamment à l'international. On disait, pour croître, oui, mais pour croître, le Barça, par exemple, 97% de ses fans ne sont pas espagnols. La croissance, elle est à l'extérieur, donc il faut aller à l'international. Rome, 93%. C'est incroyable. Donc, il faut avoir une politique internationale, donc il faut être ambitieux. Mais justement, je disais à la Ligue, même vous organisez le trophée champion chaque fois dans un lieu différent du monde, quoi. Un jour, c'est en Autriche, un jour, c'est à Tanger, un jour, c'est en Israël, un autre jour, je ne sais pas où. Focalisez sur un seul truc et vous y allez tous les 10 ans. C'est ce qu'a fait le United pendant des années. Et Liverpool, ils sont allés en Indonésie, ils sont allés en Malaisie, ils sont allés en Thaïlande, ils sont allés en Chine, c'est pratiquement impossible d'organiser un match amical. Donc, ils ont joué là-dessus. Les résultats sont venus à la longue. Donc, peut-être ce qui peut manquer à la Ligue, parce que l'ambition, c'est bien, et Labrune, il est en train de la transmettre, et il y a beaucoup de clubs qui commencent à l'avoir. C'est après avoir justement, le focus, donc garder le cap. Et j'ai aimé ce qu'a dit le président Longoria après l'élimination en Ligue des Champions. Il dit, mais ça ne change rien au projet. Ça prouve qu'il y a un cap. Oui, dans le football, il faut assumer qu'il peut y avoir des hauts débats. Il faut assumer, mais il faut avoir un cap très précis et s'y garder. Parce que sinon, on navigue à vue. Donc, d'avoir un cap et puis d'aller pas à pas, de dire de quelle manière on peut croître et de ne pas être surréaliste.
Donc moi, j'aime cette ambition et je trouve que c'est bien que des clubs français veuillent aller plus loin en Coupe d'Europe. Maintenant, faut avoir. C'est pas que de l'argent. On le voit, il y a des bons investissements dans des équipes. Le Tottenham, par exemple, il y a 4 ans, j'avais étudié beaucoup. C'était une des équipes les plus très gros niveau. Mais au niveau investissement, c'était très, très faible parce qu'ils avaient investi au bon moment avec des bons joueurs. Donc, ce n'est pas forcément directement proportionnel au niveau de l'investissement. Donc, il faut être malin dans beaucoup d'aspects et croître et de se dire comment on peut croître. Donc, il y a des équipes qui ont dit, comme le United, Liverpool, pendant des années, allez, je crois à l'Asie parce que démographiquement, c'est là que ça se passe. Et c'est vrai, moi, quand j'étais au Barça, on avait 300 millions de fans enregistrés et on en avait pratiquement 90 qui venaient de la Chine. Donc, déjà, un tiers de votre base vient de la Chine. Donc, c'est pour ça que moi, j'avais décrété que la Chine devait être un objectif prioritaire. Alors, je me suis beaucoup planté parce que c'est un pays très difficile, mais je ne regrette pas le raisonnement. Mais donc, d'avoir un cap et de s'y tenir et d'investir du temps, des ressources, mais pas sans changer sans arrêt de cap, justement, parce que c'est là où on se perd. On va parler un petit peu de Right to Dream maintenant que vous chapeautez depuis début d'année, si je ne me trompe pas. Ce qui était une simple académie de football, on l'a dit un petit peu en introduction, au Ghana, fin des années 90, avec Tom Vernon, qui était scout pour Manchester United d'ailleurs en Afrique, est devenu un grand groupe qui a été vendu d'ailleurs un peu plus de 100 millions de dollars, je crois, au groupe Mansour, groupe égyptien qui facture des dizaines de milliards chaque année à travers toutes ses activités, pas simplement sur le sport évidemment. Il y a maintenant plusieurs académies, Ghana, Égypte. Il y a plusieurs clubs, le FC North-Sealand qui a été le premier club racheté. C'est pour ça que quand on dit que Right to Dream a un partenariat avec le FC North-Sealand, c'est faux. Right to Dream possède le FC North-Sealand, donc c'est totalement différent. Il y a un club en Égypte, si je ne me trompe pas, et il y a aussi donc cette prise de participation dans la nouvelle franchise de San Diego. On va revenir un petit peu sur la spécificité MLS dans un instant, mais quand vous êtes arrivé donc il y a quelques mois maintenant, quelle a été un petit peu la feuille de route qu'on vous a confiée sur l'axe développement? Quels sont un peu les axes prioritaires, les prochaines étapes que le groupe Right to Dream doit faire et doit valider même? Alors, ma feuille de route était d'abord court terme, de bien connaître toutes les géographies et toutes les entités. Donc, ça m'oblige toujours à voyager énormément. Mais j'adore ça. Enfin, c'est pas que j'adore voyager, les aéroports, tout ça, c'est des retards, ça m'intéresse pas beaucoup. Mais le contact avec la réalité, j'ai toujours été comme ça. Quand j'étais à l'OM, j'ai passé beaucoup de temps avec les ultras, j'ai passé beaucoup de temps dans le département de la sécurité, avec les flics, tout ça. Donc, j'adore la présence terrain. C'est là où on apprend. Et depuis que je travaille dans le professionnel, la réalité du terrain, pour moi, c'est obligatoire. Donc, on m'a demandé ça et de bien connaître les opérations, de bien connaître les gens. Donc, j'ai rencontré des gens, j'ai vu des tas d'entraînements à droite, à gauche. Donc, ça, c'est la feuille de route long terme, c'est de porter le groupe et les différentes opérations que je dirige à nos nouveaux niveaux. Donc, en Égypte, par exemple, ils vont ouvrir leur académie. Là, ils sont en train de faire un soft opening. Donc, ils commencent à peine à l'opérer. Mais en mois d'octobre, le 12 octobre, ils vont l'ouvrir officiellement. Le club FC Toutankhamon, ça s'invente pas. Il vient de gagner la Coupe d'Égypte pour les filles. Et ils sont en 3e division déjà avec les hommes, mais il y a quand même des ambitions avec ce club. Donc, l'idée, c'est de porter les opérations à un niveau supérieur. Le FC Nordirland, il est vice-champion du Danemark, mais on peut faire beaucoup mieux au niveau de ce cycle économique, d'attirer plus de monde. Ils sont à 40 km de Copenhague et il y a très peu de gens de Copenhague qui viennent. La moyenne par match, c'est 4000 personnes, c'est très, très bas, alors que l'équipe déploie un football attractif avec des jeunes promesses. C'est une vraie alternative. C'est comme le Villarreal en Espagne ou le Sassuolo en Italie. C'est des clubs qui peuvent apporter un peu de vent frais. Leur seul défaut, entre guillemets, c'est que c'est des clubs jeunes. Parce que, par exemple, si on prend Copenhague, ils sont qu'à 40 km. Par exemple, à Copenhague, il y a donc le FC Copenhague, qui est le gros club danois très populaire, qui doit faire, je dirais 35-40 000 quasiment à chaque match à domicile, je crois, à peu près, au Parken. Et puis, il y a Brøndby aussi, qui est aussi dans la banlieue de Copenhague, et qui a aussi un stade très populaire, etc. Et on connaît la densité aussi. C'est un petit pays, le Danemark, c'est très ramassé géographiquement, donc la densité est très forte. Mais le seul défaut, et c'est intéressant que vous ayez pris Sassuolo, c'est le même défaut que Sassuolo, c'est que pour le moment, il faut le temps de s'installer, de développer, etc. C'est un club jeune. Il faut que les résultats suivent. Alors là, on était vice-champion Danemark, on est encore qualifié
en play-off de Conference League. Alors bien sûr, c'est modeste par rapport à d'autres clubs, mais encore une fois, le football, c'est le football, et le football, une compétition européenne, c'est beau, et donc on va affronter le Partizan de Belgrade. Moi, ça me fait encore trembler, le Partizan de Belgrade, parce que c'est un club dans le passé qui était redoutable. Donc il y a un chemin au niveau sportif qui est en train de se faire. On est en train de structurer le club. Au niveau commercial, on a plus d'ambition. Ils ont augmenté les prix cette année et on a refait le système de ticketing et ça marche du feu de Dieu. Donc, ça prouve qu'il y a du potentiel. Donc, ça me rappelle un peu le Barça en 2003. Il y a du potentiel, mais il faut organiser. Donc, l'idée, c'est en Égypte, au Ghana aussi, où l'académie nécessite un peu de modernisation, mais non seulement architecturale, mais aussi au niveau du contenu, de l'éducation. Donc, il y a à chaque fois comment aller à un niveau supérieur et pour faire que tout le groupe en soit plus puissant, soit plus productif, soit encore plus fidèle à ses valeurs, avec l'arrivée en plus du projet de San Diego qui va donner une dimension additionnelle. Et alors après, là, on va commencer à avoir des flux entre différents continents, différents pays. San Diego, ça va toucher la Californie, mais ça va aussi toucher le Mexique. L'académie de FC Nordirland, elle commence à être très forte. Elle attire des talents non seulement danois, mais aussi norvégiens et suédois. Donc, c'est des très bons sources de talents. Au Ghana, ce n'est pas seulement des Ghanéens, c'est aussi des Ivoiriens, des Burkinabés. Donc, ça commence à faire des pôles d'attirance. Puis en Égypte, vous avez cette proximité avec l'Arabie Saoudite et les Émirats. Alors, vous voyez venir, ils mettent de l'argent. Ils mettent de l'argent. Donc, nous, on a peut-être un certain intérêt à développer des joueurs qui, après, peuvent aller se développer sur des marchés saoudiens. Il y aura peut-être un moment où les Saoudiens auront besoin aussi de joueurs pour fortifier leurs équipes, qui ne soient pas forcément des stars de 36 ans. Donc, peut-être des joueurs égyptiens de 25 ans, mais qui ont été formés chez nous et qui ont un très bon niveau, parce que le niveau du championnat d'Égypte est très haut. Et l'Égypte, c'est un pays sous-coté. Ils ont gagné 7 fois le championnat d'Afrique. Alors, championnat d'Afrique, c'est pas n'importe quoi. Vous avez en face le Maroc, le Sénégal, la Tunisie, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Nigeria, la liste est longue. Et ils ont gagné 7 fois. Mais la liste des joueurs égyptiens qui jouent dans les 5 plus gros championnats est ridicule à côté des Marocains, des Sénégalais, des Ivoiriens, blablabla, des Tunisiens. Donc, il y a un vrai travail de développement du football égyptien. Alors, ce n'est pas nous qui allons le résoudre à 100%, mais on va y contribuer. Et ce côté, on va redonner la fierté du football égyptien qu'il se mérite, c'est très bien reçu par les stakeholders, donc l'environnement du football égyptien. Et donc, ça nous donne une vraie impulsion. Et donc, ça peut intéresser aussi après les Saoudiens, les Émiratis. Donc, il y a des écosystèmes qui peuvent se créer dans le football. Donc, c'est un modèle vraiment unique. On parlait il y a une demi-heure, je disais, il faut être spécifique, il faut avoir un positionnement. Ouais. Je crois que Right to Dream a un positionnement spécifique. Ce qu'a fait Tom Vernon, moi, je suis admiratif. D'ailleurs, c'est mon chef. Mais je n'ai jamais été tout le temps admiratif de mes chefs. Mais là vraiment, ce qu'il a fait, il est parti de zéro, quoi. De zéro. Ouais. Mais de zéro. Et ce qu'il a fait, et encore, quand on discute avec lui, c'est passionnant, quoi. C'est passionnant parce qu'il a vraiment une vision. Alors, il est plus football que moi, par exemple, plus technique. Donc, il voit plus des joueurs, il est plus près des entraîneurs de technique. Moi, moins, je suis plutôt sur le côté administratif. C'est ce qu'on me demande, d'ailleurs. Mais c'est passionnant. C'est passionnant. Et c'est, encore une fois, c'est le vrai football. Pour moi, c'est le vrai football. Donc, on est à la fois dans le scouting, dans des petits villages reculés. On est dans des académies où il y a quand même des bons entraîneurs, des méthodes. On est aussi dans des championnats européens et bientôt à la MLS, le championnat égyptien où il y a quand même un certain niveau. On est en Coupe d'Europe. On commence à toucher des choses intéressantes avec ce que je vous ai dit, ce que je parlais de la Brune, l'ambition. Moi, depuis que je suis arrivé, je n'arrête pas de leur dire il faut être ambitieux. Alors au début, ils m'ont pris pour un Spoutnik. Qu'est-ce qu'ils racontent? Ils croient au Barça. Je dis moi, je ne veux pas transformer le stade de Nordirland comme Now. Mais on peut faire mieux que 4000 personnes, quoi. C'est ça que je dis. Et quand j'étais arrivé au Barça en 2003, c'était pareil. Je vois un certain nombre de paliers qui sont accessibles. Et on va y arriver. Le projet est assez unique parce qu'il est aussi bien sur la multipropriété, ça c'est un peu plus commun maintenant, mais aussi tout le chemin académie, formation, et notamment sur 2 territoires qui sont amenés, paraît-il, vous pourrez peut-être me donner votre avis, 2 territoires qui sont amenés à être le futur du football, c'est-à-dire 1, l'Afrique, et 2, alors continent Amérique du Nord, peut-être plus spécifique quand même États-Unis qu'en englobant le Canada, mais on présente souvent la MLS comme un peu le football de demain, avec un laboratoire où il se fait beaucoup de choses, où on commence aussi à oublier les stars de 36 ans et à faire venir des jeunes Argentins prometteurs, des jeunes Colombiens prometteurs, des jeunes Mexicains, des Européens de très bon niveau, des Français qui ne sont pas du tout en fin de carrière et qui sont capables d'apporter beaucoup. C'est vrai que le modèle est assez unique et assez excitant, je trouve. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner avec San Diego.
parce que je suis un petit peu la MLS de loin, hein, je suis loin d'être un spécialiste, mais il y a pas mal de choses qui me plaisent. Juste un instant sur la multipropriété, vous comprenez un petit peu on le disait sur les réticences des supporters à la phase moderne un petit peu du football, la multipropriété en fait partie, on entend beaucoup de critiques sur le modèle de multipropriété, parce qu'on a aussi eu des mauvais exemples pour le coup. Si vous deviez convaincre je ne vous fais pas passer un oral, hein, mais si vous deviez convaincre des supporters d'un intérêt d'une multipropriété efficace et bien pensée, vous diriez quoi ? D'abord, j'ai le débat avec les dirigeants du club danois qui disent attention, nous, on est un club danois, donc on a des fans danois. Alors, ils n'en sont pas au développement international, donc je ne peux pas jouer sur cette corde-là que je jouais dans mes clubs, dans les grands clubs européens où j'étais avant. Et ils disent, mais comment il faut qu'on parle à nos fans danois, il faut qu'ils les fassent venir dans le stade, donc il ne faut pas qu'on soit trop dogmatique. Alors, il y a une espèce de débat en disant oui, on fait partie de Right to Dream. Il y a des bons joueurs qui arrivent grâce à Right to Dream, qui élèvent le niveau footballistique du club et qui sont l'avenir et qui permettent d'avoir une pérennité même économique. Là, si Nuama il part là où il doit partir, ça va être des dizaines de millions d'euros. C'est hallucinant pour nous. Avec la participation en Coupe d'Europe, ça devient un plus au niveau des revenus. Il faut trouver le juste équilibre entre qu'est-ce qu'apporte la multipropriété aux gens auxquels on parle. Alors, nous, on a un modèle qui est très différent du City, du Red Bull. C'est différent, c'est une chaîne de valeur, donc avec des vraies valeurs. Des détracteurs peuvent dire ouais, mais à la fin, vous faites du business. Oui, mais une université américaine, elle fait du business aussi. Hein. À Oxford, il fait du business. Tout le monde fait du business. Donc, on est dans un club, on est dans un monde où malheureusement, il faut être économiquement viable, sinon on ne peut pas continuer. Il faut payer des salaires, il faut payer le poulet et le riz qu'on donne à manger à des jeunes joueurs ou à des entraîneurs. Donc le fait, c'est que nous, on a une chaîne de valeur. Et cette chaîne de valeur, elle profite à tous les niveaux. Donc, FCN, le club danois, il est en train de passer d'un club anonyme qui jouait tranquillement la 7e place. Bon, une année pour être 3e, une autre année pour être 8e, mais ils s'en foutaient. Le truc, c'est, bon, on organise des matchs tous les samedis et puis advienne que pourra, quoi. Bon, tant qu'on ne descend pas, parce que ce serait un peu la honte. C'est un peu comme des clubs qu'il y a eu par les passés en France qui ne cherchaient pas, je ne donnerai pas de nom, mais je n'ai pas envie de vexer personne, mais qui ne cherchaient pas à aller plus loin. Mais il y a encore des clubs comme ça qui disent bon, bah, nous, on est là où on est, on ne va pas plus loin. Mais non, c'est un club qui veut rivaliser avec Brøndby, qui est même maintenant sportivement plus fort que Brøndby, qui veut aller chatouiller le FC Copenhague. Mais attention, le FC Copenhague, par exemple, là, ils sont en train de se qualifier en Ligue des Champions. Bon, mais ils vont recevoir 40 millions d'euros. Et nous, on sera peut-être en Conference League, donc ce sera 10 fois moins. Donc tout de suite, il y a des différences économiques. Mais en tout cas, l'idée, c'est que grâce à cette chaîne de valeur, le club danois va à une autre dimension. Et pareil en Égypte, on pense que le club FC Toutankhamon peut atteindre autre chose. Et celui qui travaille avec moi, le directeur d'Égypte, il veut que ce soit un club qui gagne la Ligue des Champions féminine. Alors des fois, je lui dis, n'allons pas trop vite, c'est encore mon truc, mais en fait, on se rend compte, et dans le football féminin, qu'il y a encore des marges de progression assez importantes et que ça peut peut-être aller plus vite que dans le football masculin. Donc ça peut être intéressant. Et encore une fois, le football égyptien féminin, et Dieu sait que culturellement, ce n'était pas forcément donné, eh ben, ça commence à progresser. Donc, ça devient intéressant tout ça. Et c'est là où la chaîne de valeur de Right to Dream, avec l'académie qui va commencer à produire, j'aime pas ce mot-là, mais on se comprend, à faire émerger des talents. Et en 2023, là, on ouvre l'académie égyptienne, mais en 2025, il y aura des filles. Donc, petit à petit, il va y avoir des filles qui vont venir, des filles égyptiennes qui vont venir avec un niveau incroyable et donc qui vont alimenter le futur du football égyptien. Donc, c'est de démontrer comment c'est une chaîne de valeur. C'est pas le modèle City, par exemple, c'est plus discutable. Ils sont propriétaires de New York, d'Adélaïde, de Yokohama. Mais c'est quoi en quoi un fan du Yokohama il est content d'appartenir au groupe City? C'est moins évident. Nous, je trouve que c'est la sève qui monte dans l'arbre, quoi. Sur le plan économique, pour l'instant, j'ai l'impression quand même que le FC Nordsjælland, je vais prendre cet exemple-là dans Right to Dream, est quand même ultra dépendant de la formation des joueurs, vente des joueurs, parce que c'est une manne financière qui peut être très importante. On parlait de Nuama, mais avant lui, il y a eu Kudus, par exemple, qui est parti à l'Ajax. Oui, Kamaldeen. Oui, exactement, Souleymana aussi. Donc, c'est des ventes qui ont été très importantes pour le FC Nordsjælland, qui permettent d'augmenter aussi les revenus, donc d'augmenter aussi les investissements qui sont faits ensuite sur les académies, redonner un petit peu à la base pour rehausser un petit peu le nouveau, pour à nouveau alimenter le FC Nordsjælland et peut-être la future franchise de San Diego. Ça, c'est très important. Et je me demandais si, dans le fait de chapeauter le club, le développement, enfin, pas simplement le club, mais le développement de Right to Dream, c'est un truc qui me travaille beaucoup en ce moment. Il y avait un accent qui devait être mis quand on parle de la vente des joueurs. Il y a le montant qui arrive, voilà, et puis il y a le pourcentage à la revente.
Et moi, j'ai le sentiment que depuis, je ne saurais pas trop le dater, mais on va dire 2 ou 3 ans, il y a une obligation maintenant sur les jeunes talents à mettre un pourcentage à la revente parce ce qu'on observe, c'est que les jeunes qui arrivent d'un club, on va dire d'un niveau inférieur, comme North-Zealand, ils passent une première étape dans un club de niveau intermédiaire et ensuite ils vont dans les grands clubs. Et on sait que les grands clubs vont payer très cher les joueurs des niveaux intermédiaires. Et donc, le pourcentage à la revente, c'est quasiment un deuxième transfert en fait, qui arrive tout à fait. de manière avec un paiement différé. C'est un peu comme si vous achetez un téléphone et que vous faites un paiement différé. C'est un peu la même chose. Ouais. Est-ce que vous, dans le modèle de développement, vous demandez aux clubs, aux gérants des clubs, etc., de faire attention à ça? Parce que c'est aussi quelque chose qui peut ramener, je veux dire, si Kudus, il y a un pourcentage à la revente qui a été inscrit au moment de la vente à l'Ajax, là, il peut partir, alors, je ne sais pas s'il partira, hein, mais on parle de montant de 40 millions d'euros. Si vous avez un 20%, vous voyez la culbute qui est faite. C'est un deuxième transfert de Kudus, en fait. On vend des joueurs qui ont 19, 20, 21 ans, donc leur potentiel est encore énorme. Quand vous vendez un joueur, vous êtes un club X en Europe et puis vous vendez un joueur qui a 28, 29 ans et puis vous mettez un pourcentage à la revente, bon, bah, oui, ça peut marcher. D'ailleurs, il y en a eu, mais globalement, c'est vraiment intéressant quand il y a un joueur de 20, 21 ans parce que vous le vendez à un niveau moyen plus, au niveau par rapport à l'échelle d'autres joueurs. Et puis après, il peut passer à un niveau encore supérieur pour des grosses écuries. Et là, ça peut aller très vite. Regardez les sommes qui ont été mises pour Gvardiol, qui sont en train de mettre pour Doku, etc. Ça peut partir très vite. Donc, c'est comme quand vous mettez vous-même un petit peu de pécule, vos économies sur des actions d'une petite boîte. Vous dites, bon, j'y crois, mais si jamais elle fait la culbute, ben, j'en serais bien aise. Donc, c'est un peu ça. C'est un espèce de pari. Puis dans les négociations, c'est utile. Ça permet de baisser pour l'acheteur le prix en disant, bon, bah, écoutez, je ne peux pas payer X, mais je peux payer X moins 20%. Mais d'accord, je vous mets une culbute si je revends, parce que si je revends, moi, je gagnerai de l'argent, donc ça ne me dérangera pas trop. Bon, de toute façon, le demain, c'est toujours très loin. Donc, bon, bah, l'aujourd'hui m'intéresse. Mais oui, on a vu ça. Il y a des joueurs qui sont revendus, et puis après, ça permet au club d'avoir un bénéfice postérieur qui est très bienvenu. Hein. Encore 2 petites questions. L'expansion de la MLS, enfin, la nouvelle franchise qui va arriver en MLS, j'ai le sentiment que pour Right to Dream, c'est un peu un moment pivot, c'est-à-dire que ça va permettre de développer beaucoup plus de revenus hors mutation de joueurs. Parce qu'aujourd'hui, je reprends l'exemple de North-Zealand, mais vous l'avez dit, il y a 4000 personnes, donc c'est pas là-dessus qu'on peut faire. Évidemment que ça compte, hein, mais c'est pas là-dessus qu'on fait le plus d'argent, entre guillemets. C'est pas les droits télé de la Superliga qui font des dizaines de millions d'euros. C'est pas la vente de maillots qui fait des dizaines de millions d'euros à North-Zealand. Donc pour Right to Dream, aujourd'hui, capitaliser sur North-Zealand, c'est essentiellement sur les mutations de joueurs, entre guillemets. La MLS, ça peut débloquer un nouveau marché. Enfin, ça va débloquer un nouveau marché qui est très important, qui se développe lui aussi, qui offre beaucoup plus de ressources aussi hors mutation de joueurs pour Right to Dream. Oui, tout à fait. On parle d'un stade qui fait 36 000 spectateurs. Quand vous allez dans un stade US, même en basket ou d'autres sports, ils viennent 3 heures avant, ils dépensent des sommes hallucinantes dans des pizzas, dans la restauration. Donc, c'est un modèle complètement différent. Les sponsors aussi. Alors nous, on n'a que 50%, donc c'est une joint venture. Bien sûr. Attention, c'est pas direct, mais on pense que oui, ça va. San Diego va porter une nouvelle dimension. Puis l'académie aussi, parce que l'académie, elle va se développer en Californie, elle va se développer avec le Mexique. C'est un monde, comme vous disiez, Amérique centrale, latinos, tout ça, où il y a énormément de potentiel. Le modèle de Right to Dream, il est très exportable, hein, et c'est très fort en scouting, c'est très fort en développement de joueurs, très fort en valeur, très fort en éducation. Donc, sur des marchés à fort niveau footballistique, c'est adaptable. Donc, aujourd'hui, ça commence au Ghana et Tom Vernon a démontré que c'était viable. En plus, il a ajouté cette dimension FCN, International Academy et FCN, qui avant n'existait pas. Donc, c'est incroyable. C'est une espèce de fusée à 3 étages, mais qui est aussi adaptable à d'autres. On pourrait se mettre autour d'une bière, à rêver. On dit, allez, on fait un Right to Dream au Sénégal, on fait un Right to Dream en Argentine. On fait un arrêt de au Nigeria. Alors attention, il y a des pays qui contrôlent bien plus leur catégorie inférieure que d'autres, mais en tout cas, on peut avoir 7-8 pôles dans le monde et à coup se mettre à rêver. Et d'ailleurs, je crois que nos investisseurs, nos actionnaires anglo-égyptiens, Mansour, c'est ce qu'ils ont vu, c'est que c'est un modèle qui a encore plein d'ouvertures. Et moi, quand j'étais approché par Right to Dream, je ne connaissais pas l'histoire de San Diego. C'est m'est venu a posteriori, quand j'avais presque signé. Et pour moi, c'est wow! C'est incroyable parce que c'est une autre dimension. Alors, le football américain, ça fait des années qu'on dit que ça va exploser. Ça progresse. La MLS, c'est certainement maintenant le prix d'une licence MLS, c'est pas du tout le prix que c'était il y a 20 ans. Donc, ça a pris énormément de valeur.
et ça va encore prendre de la valeur parce que maintenant, le foot, j'ai toujours dit ça, c'est toujours l'entertainment numéro 1 dans le monde. Ça, et aux États-Unis, il y a encore un peu de la résistance du baseball, du football américain, du hockey sur glace, mais c'est amené à croître. Ils sont très forts au niveau féminin. Ils n'ont pas gagné la Coupe du Monde des Américaines, mais enfin, il y a quand même un niveau du football féminin qui est énorme. Donc il y a un vrai potentiel. Donc, oui, c'est très fort pour les 40 années à venir. Dernière question avec votre expérience dans le football européen. C'est marrant parce qu'on en a parlé sans vraiment avoir de sujet prévu là-dessus, mais on a parlé de l'Arabie Saoudite. Est-ce que, selon vous, le modèle européen offre encore à l'heure actuelle suffisamment de nouvelles perspectives de développement économique ou est-ce qu'il doit se réorganiser, être repensé, refonder quelque chose, repartir sur quelque chose de différent? Alors, repartir sans tout éliminer, hein, je m'entends. Et d'ailleurs, question un peu provocation, mais est-ce que le football, de manière générale, et le football européen en particulier, il doit toujours et éternellement courir derrière l'argent, suivre les flux d'argent, ou est-ce qu'il doit accepter des changements, travailler sur sa taille critique et sécuriser un modèle de développement économico-sportif qui plaise à tout le monde, qui plaise aux gros clubs mais aux plus petits, qui évite ce qu'on voit de plus en plus, moi ça m'interpelle, de plus en plus de faillites de clubs professionnels. Je veux dire, c'est quand même pas un bon signe de santé économique quand il y a de plus en plus de clubs, quels que soient les pays. D'ailleurs, il y a même des pays où ça n'arrivait pas trop et où ça commence à arriver, où il y a des faillites de clubs. Donc, quel est votre avis là-dessus sur le modèle du foot européen et est-ce que on n'est pas simplement à une taille critique, il faut l'accepter et peut-être travailler à faire en sorte qu'il soit plus égalitaire? Alors la question est très très large, il nous faudrait 5 heures pour y répondre, mais oui, mais d'abord le football n'est pas arrivé à sa maturité comme est arrivé le marché de la mayonnaise. La mayonnaise, moi j'ai travaillé à 30 ans, vous me direz pourquoi il me parle de mayonnaise celui-là? Parce que j'ai travaillé à 30 ans en marketing et je disais mais la mayonnaise sera toujours de la mayonnaise, vous allez au supermarché, c'est toujours de la mayonnaise ou le gros sel, il y a des produits qui sont arrivés à une maturité et qui ne bougeront pas. Le football, il y a plein de choses qui montrent que ça bouge encore, donc ça veut dire qu'il faut y réfléchir, il faut savoir par où on va. Quand vous parlez de faillite, ça vient d'un truc très simple. C'est ce que Patrick Chêne, le journaliste de France 2 il y a quelques années, appelait la danseuse. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui rentrent dans ce marché en croyant qu'ils vont faire mieux que les autres et qu'ils vont faire fortune. Et 90%, ils se plantent. Parce que justement, ils n'ont pas bien analysé les choses et puis ils ont vu trop grand ou ils ont mal géré, blablabla. Mais en tout cas, ce n'est pas un secteur très rentable. Donc, pour être rentable, il faut cravacher. Et pour cravacher, il faut réfléchir. Et c'est ça, il y a encore plein de modèles possibles. L'Arabie Saoudite aujourd'hui donne un nouveau défi avec plein d'argent, mais ça commence à bouger et pas dans ce que j'aime, mais en tout cas, on voit des choses. Par exemple, je regardais hier Marca, c'est l'équipe espagnole. Je regardais sur un petit peu les actualités du foot. La 4e actualité, c'est qu'il fallait suivre en direct le match à la Ligue contre je ne sais pas qui, alors que c'était avant la Première Ligue. Mais je dis, mais c'est pas possible, on en est où là? Et à mon avis, il y a dû avoir des accords commerciaux pour promouvoir la Ligue saoudienne. Mais ça prouve que ça change. Donc, ça change éternellement. Le digital a changé beaucoup de choses. TikTok, Instagram a changé beaucoup de choses. Il y a plus de revenus à travailler en digitaux. Donc, oui, le modèle du football doit être sans arrêt remis en question. Et ce que Tom Vernon a bien compris à Right to Dream, c'est qu'il ne s'est pas arrêté à une académie ou deux. Il évolue, le modèle, il va vers la MLS, nos actionnaires aussi. Donc, il y a des tas de choses à réfléchir dans un monde qui est de plus en plus inflationniste, pas seulement le football, mais le reste. Donc l'équilibre n'est pas facile et puis ça bouge des tas d'argent, donc ça attire des tas de parasites autour. Il y a beaucoup de promesses, etc., des gens qui vous font croire. Je peux vous donner des millions d'exemples de gens qui ont approché mes dirigeants dans des clubs où j'étais et qui leur faisaient croire monts et merveilles. Et les dirigeants disaient « Wow, génial !» Et puis moi, d'entrée, je leur disais « Mais c'est pas possible, c'est du bluff, vous voyez pas ?» Mais c'est ça, c'est un monde où il y a beaucoup d'argent et quand ça marche bien. Il y a regardez Messi. On peut dire ce qu'il veut, il a 36 ans, mais il arrive à l'Inter de Miami, il se traîne en classement, et là, tout à coup, il gagne tout. Donc, il y a des révolutions qui peuvent se faire, mais attention, c'est très dangereux. Il y a un côté miroir aux alouettes qui est très important. Donc, la bonne gestion, c'est prendre son univers. Qu'est-ce que je veux faire avec mon univers? Vers où je veux aller? De quelle manière je peux croître de manière raisonnée, soutenir ce développement et pas partir dans des dépenses ou dans des rêves un petit peu fantasmagoriques. On a tous vu des propriétaires arriver et inventer des trucs. Allez, je vais faire un truc avec la ville, je vais changer la ville. Et puis, il ne se passe rien. Donc, je crois que le réalisme, c'est le meilleur cas. Mais oui, ça demande un éternel travail stratégique de dire où c'est qu'on va, d'avoir un plan et de s'y coller. C'est-à-dire, une fois qu'on a un plan à 5 ans, on l'applique, on ne bouge pas, on garde le cap. Ça, c'est très important.
On arrive au bout de l'entretien, Laurent, et la dernière question est toujours la même pour tous mes invités. Qui aimeriez-vous entendre dans mon podcast dans les prochaines semaines ? Est-ce que vous avez un nom à me recommander pour un invité futur ? Moi, je vous recommanderais d'inviter, si ça n'a pas été déjà fait, parce que je ne connais pas votre historique, le président du groupe de supporters, les Winners de Marseille, Rachid Zeroual. Je trouve que c'est très intéressant. On ne parle pas assez des groupes de supporters. On leur donne une étiquette parfois imméritée, de négative, de violent. Moi, j'ai travaillé avec eux. Ça n'a pas été facile, mais j'ai appris énormément. Je trouve que c'est, encore une fois, c'est le football. Ces gens qui traversent la France pour aller voir un match à Brest, à Angers, à Lorient, et qui reviennent dans la nuit, qui travaillent ou qui ne travaillent pas, qui ont des revenus faibles, comment ils vivent leur passion, tout ce que font les groupes de supporters autour de matchs, des matchs iconiques, comment ils arrivent à recruter, comment leur relation avec les dirigeants. Il y a plein de choses. Je trouve que c'est un sujet qui n'a jamais été vraiment travaillé par la presse en général. Il y a un côté un peu sulfureux des groupes, mais encore une fois, moi, d'abord, j'ai travaillé avec eux et ils aiment bien parler, ils aiment bien qu'on leur explique. Alors, moi, j'ai apprécié parce que quand je suis parti de Marseille, un des groupes m'a dit « Monsieur Colette, on est triste que vous partiez parce que vous commenciez à nous comprendre. » Et j'ai trouvé ça très révélateur parce que ça prouve que nous, les dirigeants, des fois, on est un peu loin de ce monde-là. Je ne dis pas qu'on doit absolument, parce qu'on a des intérêts, des fois, je ne dis pas divergents, mais il y a un moment où il faut mettre des limites ou je ne sais pas quoi. Enfin, on ne peut pas, dans une discussion, il y a toujours des impossibilités. Mais moi, j'ai beaucoup appris, quoi. Et leur logique, leur manière de réagir, comment ils vivent les matchs, comment ils vivent certaines choses, c'est incroyable. C'est le football. Donc moi, ce serait ma recommandation. Eh ben, c'est une bonne recommandation parce que c'est vrai que j'ai pas assez développé le côté supporter. Je veux faire un référent supporter aussi qui fait le lien entre le club et les supporters. Je pense qu'il y a pas mal de choses intéressantes à apprendre également et c'est surtout une partie extrêmement importante du développement du football. On leur demande beaucoup de choses, ils en donnent beaucoup, mais c'est vrai que ils sont aujourd'hui, on l'a vu pendant la période Covid, des stades sans supporters, c'est extrêmement triste à la fois à vivre, mais aussi même à simplement regarder la télévision. Donc merci pour cette... Il y a plein de stades en Europe où les gens vont, pour voir ce qui se passe, et je ne dis pas forcément dans l'ordre, pour voir ce qui se passe sur le terrain et deux, pour voir ce qui se passe dans les gradins. Vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, on le voit, l'équipe promotionnelle des différents championnats, il y a autant d'actions sur le terrain que d'actions en tribune. Donc, ça veut bien dire qu'ils ont une grande place dans ce sport. Merci beaucoup, Laurent Colette, pour votre temps, pour cet entretien, pour la qualité de cet échange. Bonne continuation avec Right to Dream. Hâte de voir les prochains développements de cette entité, de ce groupe-là. Il y a pas mal de choses passionnantes qui vont arriver. Et puis, à très vite. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Et voilà, c'est terminé. Merci d'avoir écouté cette conversation. Le podcast Prolongation est disponible sur l'ensemble des plateformes audio comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et Deezer. N'hésitez pas à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez apprécié le contenu de cette interview. C'est une étape très utile pour faire découvrir ce podcast au grand public. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux et tous les liens sont dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation autour du foot. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hi, I'm Michelle Obama, and in my podcast, I talk about so many of the lessons I've learned that are centered around finding your inner confidence, understanding your own story, and persisting even if it feels like people are judging and watching your every move. I get into this and a lot of other meaningful topics with some of my closest friends on my podcast, The Light. The Light Podcast is presented by Starbucks. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.